Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je vais essayer de battre mon record du Arcachon-Paris en voiture électrique. Record personnel établi il y a environ 2 mois avec une Volkswagen ID.7 Tourer Pro S. J'ai fait les 650 km en rechargeant seulement 21 minutes et en arrivant à 20% à Paris. Vidéo que je vous invite à aller regarder, le lien est en bas de la description. Aujourd'hui, je suis avec un énorme challenger, c'est l'Audi A6 e-tron Performance. C'est-à-dire normalement la version la plus performante pour faire des longues distances en voiture électrique. Elle a une plus grosse batterie que la ID.7, elle charge plus vite que la ID.7, donc normalement ça devrait bien se passer. Le Arcachon-Paris, il va se faire avaler en une bouchée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on nous prête des voitures comme cette Audi A6. Plus on a d'abonnés, plus c'est facile, donc n'hésitez pas, filez-nous un coup de main, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram. Là, on est à 100%. Ce que je vous propose, c'est de lancer une petite planification, voir ce que la voiture nous indique comme chemin. Donc, je vais dans le GPS, ici, avenue de Suffren à Paris. Donc voilà, là, le GPS nous donne la route. OK, il nous dit qu'on arrive dans 6h48 avec 10% de batterie. OK, on va regarder un petit peu le chemin. OK, alors là, ce que le planificateur a fait, c'est qu'il nous dit qu'il y a un seul arrêt, que ça va prendre 12 minutes. Donc, si le planificateur est performant, ça veut dire qu'on va charger seulement 12 minutes sur la route et qu'on va arriver à 10% à Paris. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous découpe la route vraiment en deux. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait nous faire rouler beaucoup plus longtemps sur l'autoroute et faire vraiment une charge à la fin. Là, il nous arrête plutôt au milieu pour nous faire un trajet plus confortable avec 2 portions en gros de 310 km. C'est pas mal, hein? Ah oui, mais attention, il nous fait passer par la N10. Moi, je veux pas. Je veux passer par la 10. Et là, par contre, on n'a pas d'itinéraire bis. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer la recharge. Donc là, il recalcule sans la recharge. Et là, il me fait passer par la 10. Alerte autonomie, ouais. Là, il nous propose de rajouter des bornes. Non. Pars-toi. Voilà, alors, est-ce qu'il faut planifier quand on roule en voiture électrique ou pas? Si vous vous en foutez des bornes sur lesquelles vous allez vous arrêter, si vous vous en foutez du prix que vous allez payer et si vous n'êtes pas pressé, évidemment, sur les autoroutes françaises, c'est pas la peine de planifier. Sur la 10 qu'on va prendre, il y a presque une station de recharge tous les 20 km. Donc, pas besoin de planificateur. Par contre, si vous avez un abonnement sur un certain type de borne, par exemple, là, il y a un abonnement Electra, un abonnement Atlante, etc. Là, il faut planifier pour trouver les bornes. Si vous êtes ultra pressé et que vous n'avez pas envie de charger 1% en trop, le planificateur va vous aider. Il va vous dire, vous vous arrêtez là, ok, il faut charger jusqu'à 60% et vous arriverez à destination. Vous n'attendez pas d'aller jusqu'à 80, vous ne tapez pas dans le vide, vous savez très bien où vous arrêtez. C'est plus pratique. Si vous voulez arriver à destination avec au moins 50% de batterie, par exemple, parce que vous n'avez pas envie de recharger direct en arrivant, le planificateur va vous aider. Ici, dans les réglages de la recharge, vous pouvez dire je veux arriver à 10% à destination et à 5% aux bornes. Vous pouvez dire ici je veux arriver à 70% à destination. Comme ça, le planificateur va vous aider pour que vous arriviez sur place sans réfléchir au pourcentage voulu. Ça, c'est cool. Et enfin, pourquoi planifier? Parce que parfois, on roule pas sur l'autoroute. Parfois, on prend des portions de nationales. Et sur les nationales, les stations de recharge, c'est un peu plus disparate. Donc, un petit planificateur, ça vous assure au moins un petit filet de sécurité, un petit parachute. Vous vous arrêtez où vous voulez, mais vous avez le planificateur qui est là en vous disant, quoi qu'il arrive, il y aura une borne là. Bon, cette voiture, on l'a présentée entièrement dans le Ioniq 28 Challenge. Je vous invite à le regarder. Je vous mets la vignette ici. Le lien est en bas de la description. On détaille tout, on détaille les fonctions, etc. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette voiture. Bon, eh bien, on est parti. J'ai essayé de ne pas boire ce matin pour pas avoir envie de faire pipi, pour essayer de performer à fond. Le but du jeu, là, dans cette vidéo, c'est de performer à fond, de faire le moins d'arrêts possible, pour vous montrer les réelles capacités de cette voiture. Alors, à chaque fois que je fais une vidéo de road trip et que je suis tout seul dans la voiture, j'ai une quinzaine de commentaires de gens qui me disent « Oui, mais tu es tout seul dans la voiture, c'est facile. J'aimerais bien voir ça en conditions de vacances. À 4 plus bagages, ça doit consommer beaucoup plus. » Non! Arrêtez de poster ce commentaire. On a fait une vidéo que je vous affiche là, dans laquelle on parle que 2 voitures identiques. Dans la première, il y a une personne tout seul. Dans la deuxième, on est 4 avec 200 kg de bagages. On fait un trajet et à la fin, on a la même conso. Donc, stop, non, ça ne change rien. Et si vous regardez cette vidéo en vous disant j'aimerais bien passer à la voiture électrique, mais comment faire un long trajet, ça me paraît compliqué. On a fait une vidéo long trajet pour débutants où on vous explique tout. La planification, les cartes de recharge, les paiements, les bornes, tout. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure, on se retrouve sur la route. Je suis toujours à 100% de batterie et la voiture m'indique 462 km d'autonomie. Ah oui, parce que, oh, c'est intéressant ça, je m'arrête pour vous montrer.
Voilà, là j'ai coupé mon trajet sur le GPS. La voiture m'indique 608 km d'autonomie. Si je fais ma destination, maintenant la voiture sait... Désolé, je n'ai pas de Ta réponse. gueule! Maintenant la voiture sait que je vais passer par l'autoroute. Donc, boum, 461 km. Là elle me dit 461 km d'autoroute. Je crois que c'est exactement... Attends, c'est dingue ça. Nous, avec nos tests conso, on a calculé 472 km d'autonomie autoroute. La voiture nous indique 461. Putain, c'est fou, hein, c'est précis. Hein. Et évidemment, un titre d'information, là, il fait actuellement, c'est où 20 degrés. On est le 15 juillet, donc il y aura peut-être du monde sur la route, mais on est un mardi. J'ai mis la clim à 23. S'il fait chaud, je me mettrai les sièges ventilés, parce que cette voiture a les sièges ventilés, ouais. Bref, le tout confort, parce que oui, quand on roule en voiture électrique, on ne se prive pas. Je vais même mettre la musique. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la route. Regardez. Je rentre sur l'autoroute. Selon ChatGPT. Non, tais-toi! Petite accélération et c'est top. Et je lance l'autopilote. Allez, ciao, à tout à l'heure. Oh, comment on se retrouve? Bon, on a fait 100 km. Non, rien à voir, 90. Donc, quelques mots de cette voiture sur l'autoroute. Cette voiture, elle a des aides à la conduite. Et elle a en particulier un régulateur adaptatif qui est vraiment plutôt pas mal. Il a une option qui permet de synchroniser automatiquement la vitesse des panneaux à la vitesse du régulateur. L'inverse plutôt, bref, c'est pas grave. En gros, dès que les panneaux changent, le régulateur s'adapte. Il est même capable de lire les panneaux de vitesse dynamique numérique. Comme là, par exemple, c'est limité à 90 et il le lit. C'est cool. Sur autoroute, ça marche pas mal. Mais alors, sur la rocade bordelaise, j'ai dû le virer. Il faisait n'importe quoi. Mais heureusement, on peut activer le changement manuel de vitesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la voiture détecte un nouveau panneau, dans le tête haute, il me demande une confirmation. Si la vitesse est bonne, je tire sur la manette ici du régulateur de vitesse et boum, ça ajuste automatiquement la vitesse du régulateur à celle des panneaux, donc c'est cool. Sinon, j'ai le lane assist, c'est-à-dire que la voiture reste automatiquement dans ses voies. Volant capacitif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de bouger le volant pour prouver que je suis là. Le simple fait d'avoir les mains dessus fait que le lane assist reste actif, c'est très cool. Le volant n'est pas bloqué. Si je veux me déplacer sur la voie, je peux, par exemple. S'il y a un petit truc au sol, s'il y a une voiture qui se déporte, je peux me déporter sans désactiver le lane assist. Donc ça, c'est vraiment très bien. Bon, maintenant que je suis sur l'autoroute, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le planificateur, voir ce qu'il me propose. Donc réglage de la recharge ici, je relance le planificateur e-tron. Voilà, là il m'a programmé un arrêt. Quel est cet arrêt? Unity Fontaine Colette, j'arrive à 23%. Je charge jusqu'à 67% en 11 minutes pour arriver ensuite à destination à 11%. Sauf que vous vous doutez bien que arriver à 23% à la borne avec cette voiture, hors de question. Donc quelques minutes plus tard, j'ai cherché une nouvelle borne sur le moteur de recharge de borne de la voiture et j'ai trouvé une autre Unity sur laquelle j'arriverai à 10%, ce qui est beaucoup plus sympa pour faire un test. Sauf que j'ai oublié de me filmer quand j'ai fait la recharge de cette nouvelle borne. Bon bah voilà, tant pis, vous le savez maintenant. Par contre, il y a un truc qui est vraiment nul. J'espère que vous le voyez avec cette caméra. Ici, ça m'affiche combien de temps il me reste pour arriver à destination et à quel pourcentage batterie je vais arriver à destination, c'est-à-dire à Paris. Et moi, ce que je veux savoir, c'est combien de temps il me reste jusqu'à mon prochain arrêt. Et affiché ici, là, tout le temps sur le GPS, le temps qui me reste, le kilomètre qui me reste et le pourcentage prévu pour mon premier arrêt recharge, je ne le trouve pas. C'est nul. Sinon, la voiture est assez confortable. Elle n'est pas si silencieuse que ça, quand même. Alors évidemment, c'est silencieux. Mais ça fait un peu de bruit quand même. Ce qui est bien, c'est que dans la liste des applications, j'ai pu télécharger Spotify et du coup écouter des podcasts sur la route. En natif, pas besoin de Android Auto ou Apple CarPlay. Ça, c'est cool. Il fait beau. La vie est belle. Je roule en Audi. Salut. Bon, eh ben, on est à 50% de batterie. 51. J'ai parcouru 270 km. Les premiers kilomètres, il y a eu de la rocade, des embouteillages. Mais là, je roule à 130 compteurs. Depuis 2h32, j'en suis qu'à 51% de batterie. Donc moi, je le dis clairement, cette voiture-là, elle n'est pas faite pour moi. Là, j'ai envie de m'arrêter. Trimballer une énorme batterie alors que j'en ai pas besoin, même sur les longs trajets, j'ai envie de m'arrêter maintenant. Il faut savoir que l'Audi A6 existe avec une batterie plus petite, d'environ 75-77, je sais pas exactement. Je le mets en bas là. Et pour moi, ça suffirait amplement. Là, on est vraiment sur une bagnole pour les gens qui veulent jamais s'arrêter, quoi. Une vessie qui fait 15 litres. Là, il y a une aire. Je passe devant l'aire de Rouillé-Pamprou. C'est une aire sublime avec une belle station Unity où il y a une dizaine de bornes. J'aurais été bien là. Mais non, je roule encore. Alors tout à l'heure, j'ai dit que sur le GPS, il n'y avait pas marqué dans combien de temps je m'arrêtais pour recharger et à quel pourcentage j'arrivais, est-ce que c'était possible de suivre, etc. Et que je trouvais ça chiant. Mais en fait, dans l'écran là devant le volant,
il y a un panneau, quand on appuie sur les boutons sur la partie gauche du volant, on peut afficher un écran navigation. Et là, il y a marqué. Donc je sais que j'arrive dans 194 km. Ah, je vais arriver à 8% de batterie et ce chiffre, il évolue pas depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est trop cool. C'est une station Ionity. Donc en 320 kW, donc j'aurai assez de puissance à la borne pour prendre la puissance max de ma voiture qui est de 280 kW. Et je vais me charger 9 minutes et j'arriverai à Paris. C'est fou! Je fais Arcachon-Paris avec un arrêt de 9 minutes. Alors on va voir si dans les faits, ça prend vraiment 9 minutes. Sinon, j'ai une conso de ma boule. Je suis à 17,7 kWh au 100 alors que je suis à 130. Alors pas depuis le début, je vous l'ai déjà dit, il y avait embouteillage et rocade autour de Bordeaux. Mais là, ça fait au moins, je sais pas, 1h30 que je roule à 130. Je suis à 17,7. C'est taré cette voiture. Sinon, il y a un truc qui est intéressant que je découvre. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture. Il y a une fonction pour accélérer sans mettre le pied sur l'accélérateur quand tu es au régulateur de vitesse. Un petit exemple, ça nous est tous déjà arrivé. Tu es au régulateur à 130 et sur l'autoroute, il y a plein de gens qui sont pas au régulateur et dont la vitesse varie un petit peu suivant la pression qu'ils mettent sur l'accélérateur. Donc tu es à 130, il y a un mec qui roule à 127 devant toi, tu mets ton clignotant, tu doubles et puis hop, il accélère à 132. Donc finalement, il repasse devant, c'est un peu chiant. Donc là, il faut remettre le pied sur l'accélérateur. Alors, je sais, c'est pas un effort terrible, mais on peut être super fainéant sur cette voiture. En tirant la manette de régulateur, tu tires et boum, la voiture accélère. Et elle accélère bien en plus. Donc si tu veux faire un petit dépassement sans bouger ta jambe, je sais qu'il y a des gens qui vont dire aux commentaires « Oh là là, grosse feignasse !» Mais en fait, c'est rigolo à utiliser, donc pourquoi pas. Sinon, j'ai un peu l'impression de me traîner à 130 dans cette voiture. Ah, mais là, quand je vois qu'il reste encore 187 km à faire, c'est un enfer. Enfin, c'est un enfer. Je peux m'arrêter, hein. Rien ne m'oblige à aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça le concept en voiture électrique. Le concept en voiture électrique, c'est que c'est pas forcément la voiture qui dicte là où on s'arrête. Généralement, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter parce qu'on en a marre. Et par contre, quand on s'arrête, on charge. Et c'est de la charge en temps masqué. C'est-à-dire que la voiture remplit sa batterie pendant que nous, on se pose. Sinon, je pourrais dire que je regrette deux choses à ce niveau de prix. Que oui, la voiture est très chère, plus de 100 000 euros. Premièrement, j'ai pas de siège massant. Pas de siège massant à 100 000 euros quand même. Et deux, il n'y a pas de changement de voie auto, il n'y a pas de dépassement automatique. Alors que Volkswagen le propose sur des voitures à 45 000. C'est trop bizarre. Bon voilà, sinon tout va bien. Les aides à la conduite sont vraiment cool. J'ai l'impression que j'ai eu deux petits freinages, enfin pas des freinages fantômes, des ralentissements inopinés. Deux fois la voiture a ralenti sans aucune raison et c'était au niveau d'un passage de pont. Mais c'était pas dangereux, c'était vraiment un ralentissement. Je suis passé de 130 à 125 quoi. Ah oui, donc je viens de me rendre compte que j'avais coupé la clim. En fait, tout à l'heure dans les embouteillages sur la rocade, j'avais coupé la clim, ouvert la fenêtre parce que j'aime bien. Et j'avais carrément oublié de la remettre. Là, je l'ai rallumée et maintenant, la voiture me dit que je vais arriver à 5% à ma borne. Donc je perds 3% sur 180 km. Par contre, la clim est vraiment froide là. Allez, je vous laisse parce que j'ai plus rien à dire. Et puis peut-être vous en avez marre de m'écouter parler. Ça fait 4h25 que je roule. J'ai fait 457 km sans m'arrêter en voiture électrique. Nouveau record pour moi. Et il me reste 13% de batterie. J'arrive bientôt, enfin, à mon arrêt. Mais en fait, je dis enfin, vu que je veux performer, que je veux montrer de quoi la voiture est capable, je vais limiter la charge au maximum. Je vais arriver à 10%. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le GPS m'avait dit que j'arriverais à 6% après avoir allumé la clim. Mais en fait, une fois que la clim elle a refroidi la voiture, terminé, je suis remonté à 10. Je fais un 10,48. Voilà, là, regardez. Alors là, c'est un peu le truc un peu flippant avec cette voiture, c'est que elle ralentit au dernier moment à l'approche d'une voiture qui roule moins vite qu'elle au régulateur adaptatif. Alors, c'est cool parce que du coup, on peut dépasser sans qu'elle réduise sa vitesse. Et des fois, c'est flippant. Donc, je vais faire un 11, alors j'arrive à 11% maintenant, je vais faire un 11,48, ça va prendre 8 minutes. Moi, quand je vais dans une station-service et que je vais aux toilettes et que je prends un café, c'est 12 minutes minimum. Donc là, ça veut dire que en 8 minutes, j'ai pas mangé, il est midi. Bon, vous avez compris, ça va être l'enfer. Alors là, la voiture a adapté automatiquement sa vitesse parce qu'il y a des travaux. Là, il y a un panneau indiquant que fin de limitation de vitesse, la voiture, boum, elle repart, elle se remet à 130. Le GPS Audi me dit que toutes les bandes sont prises. Oh non, toutes les bandes sont prises ou juste tu marches pas? Alors là, évidemment, dans mon tête haute, et c'est ça qui est génial avec ces voitures, c'est que j'ai une flèche qui me dit que je vais devoir sortir. Donc même si je suis pas attentif sur le GPS, même si j'ai désactivé la voie que je veux faire tout de suite, la voie du GPS, je ne peux pas rater le fait que je sors là. C'est marqué devant ma tête. Je vois que ça, une flèche bleue. Voilà, et maintenant c'est même trois flèches bleues. Je ne peux pas rater ça. Ok, alors est-ce que le GPS s'est foiré et il n'a pas l'info sur les bornes ou est-ce que vraiment tout est rempli
Sachant que je trouve qu'il n'y a pas grand monde sur l'autoroute quand même si on est un 15 juillet. Voilà, j'ai fait 465 km one shot. Je suis à Bois-Ménard et je roule depuis 4h30. 465 km, j'arrive à 10%. Ah ouais, je voulais dire un truc qui est ouf. La consommation. Je suis à 17,6 de consommation actuellement. C'est juste dingue. C'est beaucoup moins que ce qu'on a mesuré lors du Ioniq 28 Challenge. Je ne comprends pas. Alors, je vais me brancher et je vais courir comme un dératé pour aller aux toilettes et essayer de choper un sandwich. Ah putain, j'ai perdu jusqu'à combien je dois me charger. Voilà, alors voilà. Ça, c'est nul. Le GPS ne me dit pas à combien je dois me charger. Ok, là, il dit que je suis arrivé chez Ionity. Comment je fais pour avoir des infos, là? Bon, je vais me charger jusqu'à 48%. Je crois que c'est ça. Allez. Ok, la carte de recharge, elle est où? Elle est là. Pour être tout à fait transparent, c'est une carte de recharge qui est fournie avec la voiture. Mais je vous dirai le prix, ne vous inquiétez pas. Ok, donc il y a 2 trappes de recharge. Celle-ci, c'est seulement une T2. C'est rigolo. L'autre est là, mais il faut attendre que l'autre se referme pour que celle-là s'ouvre. C'est long, hein. Ok, c'est parti. 115 kW, 259, 269, 270. On va regarder vite fait ce que le tableau de bord nous indique. Alors, ici, dans l'écran central, ouais, il va y recharger la batterie, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc là, ici, sur l'écran central, ah bah si, il me dit que je dois charger 10 minutes. Je suis à 275 kW. Il me dit que je dois charger 10 minutes, mais il me dit pas jusqu'à combien. Et ici, dans le menu recharge, ah si, regardez, il y a marqué là, niveau de charge pour itinéraire actif 48%. Bah voilà, c'est très bien. Bon, faut aller le chercher, ça pourrait être un peu plus clair sur le tableau de bord, mais c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Ma vessie va éclater. Bon, c'est un enfer cette recharge. Pourquoi? Parce que je suis déjà à 56%, j'ai chargé 10 minutes. C'est n'importe quoi. Je suis encore à 200 kW. J'ai chargé 44 kWh. Et voilà, là, je viens de retirer le câble et ça a refermé le petit clapet et ça ferme la porte automatiquement. Ça, c'est cool. Bon, je vous explique ce qui se passe. C'est un bordel pas possible. Mais ça, c'est moi, ça, j'en ai marre. Premièrement, j'ai même pas pu acheter à bouffer parce qu'il y avait la queue. Et donc, vu que je voulais optimiser la recharge, voilà, j'ai juste pris un café, je suis revenu, je suis à 56% au lieu de 48. J'ai chargé 10 minutes, donc ça a dû prendre 8 ou 7 minutes, je sais pas. Et surtout, quand j'ai arrêté cette caméra-là en arrivant ici, je me suis rendu compte que la carte SD était pleine. Super, donc je ne sais pas du tout ce que je vais récupérer. C'est n'importe quoi cette caisse, c'est fou. Et cette chaîne YouTube, c'est n'importe quoi aussi. J'aurais pas pu vider la carte SD avant de partir. Bordel de merde. Là, ici, dans l'écran devant le volant, il y a marqué que j'arrive dans 172 km dans 1h52 et que j'arrive avec 21% de batterie. Alors là, vraiment, c'est complètement dingue. Donc, pour faire 650 km, j'aurais fait un arrêt recharge au bout de 465 km. J'aurais rechargé 10 minutes et c'était sûrement 2 minutes de trop. Et je vais arriver à 20% à destination. Et alors, je voudrais vous dire un truc, c'est très intéressant. Et moi, je suis contre les grosses batteries parce que plus on a une grosse batterie, plus la voiture, elle est polluante à fabriquer. Je m'en fous de faire des arrêts tous les 2 heures. Je n'ai pas du tout envie de faire 4h30 de route comme je viens de faire. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère une voiture avec une petite batterie, genre 60 kWh et une voiture qui consomme peu. Par contre, il y a un intérêt d'avoir une voiture avec grosse batterie. C'est que là, les 465 km que je viens de faire, je les ai fait avec de l'électricité de chez moi. À 18 centimes le kilowattheure. En gros, ils ont dû me coûter 3 € les 100 km. C'est dingue. Avec une plus petite batterie, j'aurais dû recharger sur une station de recharge sur l'autoroute plus rapidement et donc payer plus cher ensuite. Parce que les stations sur autoroute, c'est environ 3 fois plus cher que le coût à la maison. Bref, j'en suis à une consommation de 17,7 kWh au 100. C'est fou! C'est complètement dingue. À 130 km/h. Donc, j'ai pas mangé. Évidemment, si je suis dans le cas d'un déplacement pour les vacances, évidemment, je serais pas reparti le plus tôt possible. J'aurais laissé la voiture monter à 80, j'aurais pris mon temps pour manger, j'aurais fait une pause, d'ailleurs j'aurais fait un arrêt avant. Là, si je suis speed, c'est évidemment pour les besoins de cette vidéo. Je voudrais aussi dire que les prévisions du planificateur, donc du GPS, sont bonnes. Dès le départ, il m'avait dit que j'arriverais à 8% à cette station, j'y suis arrivé à 10, donc parfait. Et donc maintenant, il me reste donc 164 km, 1h48 de route et j'arrive à 20%. On va voir si j'arrive à 20%.
Tout de suite, je claque des mains. Et me voici dans Paris. Je suis arrivé et je suis choqué par cette voiture, c'est vraiment incroyable. Et quand je dis incroyable, c'est incroyable. Donc elle m'avait annoncé une arrivée à 20%, je suis à 25 et je suis à 1 km de l'arrivée, donc je vais arriver à 24-25. Je suis passé sur Apple Plan pour Paris, parce que quand même Apple Plan c'est cool. Et c'est intéressant parce qu'Apple Plan est repris ici dans l'écran devant le volant. Il est aussi repris dans mon tête haute, mais à l'inverse de l'i17, je n'ai plus les flèches en réalité augmentée dans le tête haute. Je les ai qu'avec le GPS de la voiture. C'est dommage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a la tour Eiffel là. Donc voilà, en gros, j'aurais mis 6h30. Mais en vrai, le temps que j'ai mis, ça dépend tellement des conditions de route, etc. C'est pas très utile pour juger la voiture, on va dire. Par contre, j'ai fait un seul arrêt. Cet arrêt a duré 10 minutes. J'arrive avec 25% de batterie. J'ai encore 138 km d'autonomie. Et j'ai consommé, tenez-vous bien, je vous le dirai dans le tableau à la fin. Donc au niveau des aides à la conduite, après ces 650 km, le régulateur est top. Par contre, la gestion des panneaux est vraiment calamiteuse. Ça marche que quand l'autoroute est bien à 130 avec de temps en temps des zones de travaux. Mais dès que ça se complique un peu, c'est n'importe quoi. On ne peut pas rester en mode automatique, c'est pas possible. Et dans le Ioniq 28 Challenge, j'ai dit que le Lane Assist était un peu moins bien. En vérité, vous le verrez dans l'Autopilot Challenge, il a des petits défauts. Néanmoins, il lâche jamais, sincèrement. À l'arrivée sur Paris, il y a une petite route en descente qui serpente comme ça. Le Lane Assist a pas lâché, c'est fou. Donc là, évidemment, super expérience de conduite, c'est passé très vite. On est vraiment sur un équivalent thermique, je veux dire, là, pour que quelqu'un dise que une charge de 10 minutes, c'est embêtant. Je sais plus quoi faire. Bon, après, évidemment, ça coûte 100 000 balles. Alors, c'est moins cher dans sa version d'accès. Il y a une version plus petite batterie aussi. Donc évidemment, c'est pas pour tout le monde. Néanmoins, ça prouve que les voitures électriques sont capables. Et plus on va avancer dans le temps, plus on sera capable de faire des batteries plus denses et moins chères. Et donc, plus on va avancer dans le temps et plus ce genre de batterie arrivera dans des voitures plus accessibles. Néanmoins, je persiste à penser que 95 kWh de batterie, ça ne sert absolument à rien. Donc le record de l'i17 est battu. En fait là, je vois pas trop comment on pourrait battre cette voiture maintenant. Il faudrait une voiture qui fasse Arcachon-Paris en one shot en fait, sans s'arrêter. Mais quel intérêt? Qui fait ça? Putain. Mais je vais vous dire un truc, et ça c'est vrai. Je suis plus rincé que quand je remonte par exemple une Hyundai Inster avec laquelle je fais 3 arrêts recharge. Parce que les arrêts recharge, c'est des arrêts, c'est des pauses. Et ça permet vraiment de se reposer et de se requinquer entre guillemets. Là, je suis quand même plus claqué quoi. Et voilà. Je suis arrivé. Bon, je crois que c'est le moment de vous montrer le tableau récapitulatif de ce voyage. Distance parcourue 640 km, nombre de recharges on l'a vu 1, temps de recharge on l'a vu 10 minutes, mais il est très probable que 8 minutes aurait suffi. Temps de trajet 6h34, charge comprise. La consommation globale du trajet 17,4 kWh au 100, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment la voiture a pu consommer aussi peu. Mais attention, j'ai remarqué qu'à 130 km/h compteur, cette Audi A6 ne roulait qu'à 125 km/h réel. C'est quand même un grand écart et ça peut vraiment jouer sur les consos. Combien ça nous a coûté en énergie? Eh ben, la recharge chez Ionity plus la recharge à destination pour remettre la voiture à 100% au prix de 20 centimes le kilowattheure, ça fait 42 €, soit un coût au 100 km de 6,56 €, ce qui équivaut à une consommation en voiture thermique de 3,86 litres au 100. Avouez que c'est pas mal quand même. Et ce prix-là, c'est sans abonnement. Si on avait pris un abonnement Ionity, on aurait pu faire baisser le prix de ce trajet à 31 €, soit 4,84 € les 100 km. Mais ça, c'est le prix sur autoroute. Cette Audi A6 rechargée la nuit à la maison avec un contrat EDF Tempo vous coûtera 2,28 € les 100 km. Et au niveau du CO2 dégagé par la production de l'électricité nécessaire à ce road trip, c'est 3 kg. Et en thermique, on aurait brûlé 86 kg de CO2 pour faire le même trajet, soit 34 fois plus. Et pour les rageux, non, je ne prends pas en compte le CO2 dégagé par la construction de la voiture. Néanmoins, les dernières études montrent qu'une voiture électrique émet moins de CO2 à partir d'environ 20 000 km qu'une voiture thermique. Donc calmez-vous les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager à tous les gens qui vous disent « Ouais, la voiture électrique sur les longs trajets, c'est nul. » Merci à vous de m'avoir suivi sur ce parcours. Je suis pressé d'essayer une voiture avec une batterie de 50 kWh pour faire des arrêts recharge. À ciao pour une prochaine vidéo. La bise. Oh putain, je suis crevé.